Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors j'accueille aujourd'hui Mathilde Yagoubi qui est déléguée générale de Game Only à Lyon. Donc on va parler jeux vidéo, on va parler filière extraordinaire qui est filière lyonnaise. Tout à fait. Et on est accueillis à l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon. Dans ce joli écrin que les Lyonnais connaissent bien. Donc, on remercie les équipes de l'Intercontinental pour nous accueillir pour ce nouveau café. Mathilde, vous êtes donc toute jeune, on va dire, déléguée générale de cette filière du jeu vidéo. Ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Est-ce que vous vous sentez être une femme engagée et qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, de par mon parcours et ma fonction professionnelle, je me sens comme une femme engagée parce que c'est vrai que je travaille dans une filière qui est très masculine. Bah oui, carrément. Il y a très très peu de femmes. Environ 12% de l'industrie française aujourd'hui. Oui. Voilà, oui, c'est vraiment, c'est très peu. De femmes, voilà, c'est très peu. Et c'est vrai que plus on monte dans les fonctions, on va dire représentatives. Pour incarner la représentation de cette filière et moins il y a de femmes. Donc c'est vrai qu'incarner ce poste-là et défendre voilà les valeurs, les projets de cette filière, pour moi c'est très important et au quotidien ça demande un engagement sur plein de sujets et notamment sur le fait d'être un exemple pour des femmes ou des jeunes filles qui voudraient travailler dans notre industrie et qui se posent encore la question de savoir si c'est possible. Donc oui, au quotidien c'est un engagement. Oui, alors vous êtes vraiment une femme engagée dans le sens aussi où vous investissez sur plein de sujets. Il y a plein de sujets qui vous intéressent. Le jeu vidéo, on va le voir, c'était pas forcément votre univers de départ. Enfin, je veux dire, pas d'origine de cette filière. Vous vous impliquez dans des sujets et vous allez donner votre avis, vous contribuer, participer. C'est le cas pour le jeu vidéo, mais je pense aussi au sujet de l'environnement. Je sais que c'est des sujets sur lesquels vous investissez beaucoup. C'est aussi ça, l'engagement. C'est important pour vous de prendre la parole sur des sujets? Oui, c'est important de le faire parce que on est sur des sujets, notamment comme l'environnement, qui sont encore beaucoup discutés, qui appellent à beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions chez beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est dans une situation où, que ce soit côté réglementaire, juridique, mais de toute façon, j'allais dire au quotidien, tout le monde s'en est rendu compte cet été, on n'a plus d'autre choix que d'agir et de faire en sorte que les entreprises aussi prennent leur part dans ce sujet de la transition écologique. Donc, pour moi, c'était très important de prendre la parole sur ce sujet, d'embarquer un certain nombre d'acteurs pour mettre en place des actions concrètes et faire en sorte que l'industrie du jeu vidéo aussi prenne sa part et œuvre en faveur d'une transition écologique intéressante. Et vous trouvez que les femmes, elles prennent suffisamment leur place dans le débat public? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est pas encore forcément le cas? Ça dépend. Alors, je pense qu'on est dans un pays où on a quand même beaucoup de rôles modèles intéressants. Ouais. Après, il faut encore les chercher. Elles sont pas forcément mises en avant. Et je distinguerais deux choses. C'est qu'au niveau juridique, au niveau réglementaire, on a pas mal de lois, de choses qui font qu'aujourd'hui, on incite, voire on oblige maintenant les entreprises, les institutions, les médias à mettre en avant des femmes de manière publique, dans des postes à responsabilité. Or, c'est pas forcément toujours appliqué. Donc, je pense que déjà, ce serait bien de faire appliquer les lois. Après, comme je disais tout à l'heure, oui, je pense qu'il faut encore chercher quand même les femmes. Et alors que dans tous les domaines, là, je disais encore hier un article sur une femme qui a été nommée commandant dans l'armée de l'air et qui a intégré la patrouille de France. Oui, donc, je me dis, voilà, dans tous les domaines, que ce soit dans la science, voilà, l'armée, les choses avancent. Les choses avancent. Il y a des femmes qui représentent vraiment bien aujourd'hui ce qu'on peut être, ce qu'on peut devenir en France en tant que femme. Maintenant, ça mériterait d'être encore plus mis en avant et je pense surtout dans les médias, en fait. Oui, ça passe par là. Ouais, pour moi, notamment auprès des plus jeunes, via les réseaux sociaux, la presse, la télé, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on est loin d'être les plus mal lotis en France. Oui, c'est clair. Alors, c'est un peu le travail que vous essayez de mener dans le cadre de la filière du jeu vidéo. Je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas issu de cette filière. Comment vous êtes arrivé à prendre des responsabilités aussi importantes dans cette filière? Est-ce que ça a été compliqué de décrocher ce poste? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que vous avez enfoncé une porte? Est-ce qu'il a fallu convaincre?
ou est-ce que naturellement, il n'y avait pas de débat entre un homme et une femme, c'était pas ça le sujet? Alors, sur mon poste, effectivement, j'ai pas eu, on va dire, à batailler en tant que femme pour obtenir le poste, parce que c'était pas le sujet du recrutement. J'ai postulé en fait à ce poste après avoir été 7 ans à la tête de ma propre entreprise. D'accord. Dans un tout autre domaine, donc qui était le e-commerce. Et quand je me suis retrouvée sur le marché du travail, donc après plus de 7 ans d'entrepreneuriat, c'était un peu compliqué. Voilà, il a fallu que je me réhabitue. Qu'est-ce que c'est le marché du travail? Qu'est-ce que je vaux sur ce marché? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé en fait l'offre de Game Only qui correspondait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'une part essayer de rendre à un certain nombre d'autres entrepreneurs ce que j'avais reçu moi en tant qu'entrepreneur quand j'avais mon entreprise, dans un pays qui souhaite beaucoup les entrepreneurs, donc j'avais envie de rendre ça et de pouvoir aider d'autres à monter leur entreprise, à la développer. Et j'avais envie également de réintégrer un secteur culturel qui était historiquement ma filière de prédilection pour contribuer au développement de la culture française qui fait partie encore des plus reconnus dans le monde. Donc, du coup, ça correspondait à ces deux critères que j'avais en tête. Et puis, j'ai suivi un process de recrutement au cours duquel j'étais en concurrence avec un homme. Ouais, donc, comme quoi, rien n'est impossible. Mais j'ai pas eu à batailler. J'ai pas ressenti ça. On m'a plus challengé sur mon expérience, ma capacité aussi à parler à d'autres chefs d'entreprise. Je dirais que c'était plus challengeant sur l'âge que sur le fait d'être un homme ou une femme. Ok. Donc voilà. Et finalement, je dirais avec le recul que le fait d'être une femme m'a finalement aidée, puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait très peu de femmes dans cette industrie et qu'on manque de rôle modèle féminin aussi chez nous, a peut-être influencé de manière positive aussi les personnes. Bon signal qu'on envoie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, la filière du jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une filière qui est absolument gigantesque. Et à Lyon, on a vraiment un savoir-faire assez incroyable. Oui, tout à fait. Donc, le jeu vidéo, c'est l'industrie culturelle la plus consommée au monde. Plus important que le cinéma et la musique réunis en termes de chiffre d'affaires, de nombre de productions et sur de nombre d'utilisateurs. Donc, ce qui amène aussi une certaine responsabilité, mais peut-être qu'on en reparlera après. En tout cas, la France, dans ce grand marché qu'est le jeu vidéo, et fait partie des top 10 nations dans le monde, donc avec un savoir-faire notamment très reconnu sur la partie culturelle des productions. Et nous, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement à Lyon, on est le berceau en fait du jeu vidéo français, puisque la première société de jeux vidéo française a été créée il y a 25 ans ici à Lyon, donc ça s'appelait Infogrames. Ensuite, qui est devenu Atari. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Donc avec Bruno Bonnel, qui était avec Bruno Bonnel, tout à fait. C'est ça. C'est aujourd'hui notre secrétaire général France 2030. Et donc, cette société Infogrames a fourni finalement les premiers bataillons de salariés et de professionnels du jeu vidéo français qui, après, eux-mêmes ont créé des studios, qui ont eux-mêmes créé des spin-offs qui, finalement, représentent aujourd'hui l'industrie telle qu'elle est sur notre territoire, avec, d'une part, un savoir-faire reconnu encore dans le monde entier sur les jeux de voiture. D'accord. Infogrames, c'était son savoir-faire, donc avec des sociétés comme Ubisoft, ici à Lyon, Ivory Tower, qui fait la licence The Crew, qui est très connue des passionnés de jeux automobiles, ou encore une société comme Kiloton, qui fait la licence WRC, donc sur les jeux de rallye cette fois, ou encore The Tiny Digital Factory, qui elle est sur les jeux de voiture, mais sur mobile. Donc on a encore ce savoir-faire ici qui est reconnu. Et puis finalement, ce terreau fertile, on va dire, a permis à l'industrie de se développer pour avoir aujourd'hui un tissu d'entreprise qui est assez unique en France, puisqu'on a tous les types de jeux qui sont produits ici en Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les tailles d'entreprise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un tissu très diversifié d'entreprises, très dynamique. Et alors, avec une particularité, c'est que c'est un secteur qui recrute énormément et qui va recruter dans les années à venir. Et en plus de ça, un secteur qui travaille commercialement beaucoup sur la féminisation des jeux vidéo, parce que je crois que c'est une clientèle qui est très importante et puis pleine de promesses en termes de croissance.
Ça veut dire que c'est vraiment un secteur dans lequel on peut se projeter pour venir travailler. Il faut se projeter. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un joueur sur 2 dans le monde qui est une femme. Donc, effectivement, c'est un marché qui est colossal. Ah oui, c'est déjà d'accord. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Avec en plus, effectivement, des attentes de la part des joueuses qui ne sont pas aujourd'hui satisfaites par le marché. Donc, en termes de type de jeu, en termes aussi de représentativité, forcément. Alors, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, les mentalités changent. Et c'est vrai qu'on avait historiquement une hypersexualisation des personnages féminins dans le jeu vidéo, souvent représentés très peu habillés, avec des tenues assez stéréotypées. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par une association qui s'appelle Women in Games, qui œuvre beaucoup pour le changement de ces représentations. Donc, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il manque des femmes dans les équipes de production produit forcément un biais, puisque les hommes ont tendance à produire des jeux pour les hommes, puisque voilà, c'est biocognitif assez classique. Donc, on se rend compte que le fait d'avoir un manque de mixité, un manque de diversité aussi dans les équipes, produit des biais qui, derrière, amènent sur le marché des jeux qui ne correspondent pas forcément aux attentes des joueurs et des joueuses. Et donc, on travaille énormément, en tout cas chez Game Only et au global dans la filière du jeu vidéo française, à ce qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'intéressent aux filières, aux métiers du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, la filière du jeu vidéo, c'est à peu près 300 métiers différents. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Donc évidemment, on a des métiers techniques, donc du développement informatique. Forcément, un jeu vidéo, c'est un logiciel avant tout. Donc, le métier de développement informatique, des métiers de la data. Où là, pour le coup, il y a plus de femmes. J'ai vu ça récemment. Il y a plus de femmes dans la data qu'on va dire dans le développement informatique. Donc, l'analyse de données, puisqu'évidemment, c'est de la donnée, comment agit le joueur, etc., comment on améliore le jeu par rapport à toute cette data. Et puis après, on a tous les métiers, évidemment, artistiques. D'accord. Donc, le design. Le game design, la narration. Et évidemment, raconter les histoires. Oui, parce qu'en fait, les jeux vidéo, c'est des scripts. Hein, c'est ça, il y a des scripts. Tout à fait. On commence par ce qu'on peut appeler un script, une histoire au départ. Cette histoire, elle est transformée par les game designers en jeux vidéo, c'est-à-dire les mécaniques de jeu, qu'est-ce que je vais faire, les niveaux, etc. Ce document de game design, lui, après, il est mis en œuvre par les développeurs informatiques et les artistes pour donner forme aux jeux vidéo. Donc, ça comprend énormément de métiers, artiste 2D, 3D, level designer. Enfin, voilà, il y a énormément de métiers sur cette partie. Et ensuite, donc, sur toute la partie commercialisation du jeu vidéo, là aussi, on a beaucoup de métiers. Une entreprise de jeux vidéo, c'est une entreprise comme les autres. Donc, on a tous les métiers du back-office. Donc, la finance, les RH, le marketing, la communication. Voilà. Et on voit aujourd'hui qu'il y a encore très peu de gens qui pensent, en fait, à la filière du jeu vidéo comme une vraie opportunité de carrière. Or, on est quand même sur plus de 85% de CDI. Avec des rémunérations cadres et surtout des perspectives de carrière internationale, puisque le jeu vidéo est une matière universelle. Donc, on peut commencer sa carrière en France, puis partir à l'étranger, revenir, et avec des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière très intéressantes. Et avec aussi, je le dis parce que j'en suis témoin, vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes. Donc, il ne faut pas hésiter, quoi. Oui, c'est ça. Alors, du coup, en termes de conseils de carrière, je veux dire, c'est les jeunes femmes ou les jeunes hommes ont envie de se projeter là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans cette carrière? Est-ce que, au-delà des fonctions support, qui sont des fonctions classiques, d'économie, de gestion, etc., est-ce qu'il y a des filières en France pour se former à tous ces métiers? Alors oui, on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles sur le territoire français qui forment au métier du jeu vidéo. Donc, sur la partie plutôt technique, là, ce qu'on va rechercher généralement, c'est des ingénieurs informatiques plutôt de formation généraliste. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une école spécialisée jeux vidéo pour travailler en tant que développeur de jeux vidéo. On travaille sous un langage qui est le C++, le C#. Donc, des choses qui sont apprises à l'école de manière assez systématique aujourd'hui dans les écoles d'informatique. Donc, plutôt au niveau Bac plus 5, parce qu'on est sur aussi de la physique, c'est déplacer des objets et des personnages dans le temps et dans l'espace. Donc, pas besoin de faire d'école là-dessus, vraiment spécialisée, mais une bonne formation généraliste, puisqu'après, les studios, de toute façon, forment en interne de manière systématique, parce que selon le moteur sur lequel est développé le jeu vidéo, on ne va pas travailler de la même manière. Donc, plutôt des têtes bien faites, avec une bonne formation généraliste, et puis après...
les offres ne manquent pas. Alors peut-être l'apprentissage de l'anglais, par contre. Ah, ça, c'est obligatoire. Faut peut-être le dire. Évidemment, le jeu vidéo, c'est une matière qui se fait qu'en anglais. Donc, bien sûr, les maths, on va dire la physique, l'anglais. Et puis après, sur tous les métiers artistiques, là, on a de très, très bonnes écoles en France, de toute façon reconnues dans le monde entier. À Lyon, par exemple, on a l'école Émile Cole, qui est un gros pourvoyeur de talents pour l'industrie du jeu vidéo, comme de l'animation d'ailleurs. Là, c'est plutôt le dessin, l'animation 2D, 3D. Et ensuite, vous avez tous les métiers vraiment spécifiques aux jeux vidéo, comme le producing, par exemple, qui est le producteur, c'est le chargé de projet qui va s'assurer que les jeux vidéo soient produits dans le temps imparti par les bonnes équipes. Donc, ça va être un peu le grand Manitou, on va dire, du planning et la gestion inter-équipe, où là, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quand même des notions propres à la filière du jeu vidéo, parce qu'on ne produit pas un jeu vidéo comme on va produire un autre type de contenu. Et puis après, voilà, on l'a dit, métier du back-office, où il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Mais en tout cas, voilà, on a la chance d'avoir des bonnes écoles qui se développent, en plus, qui offrent de plus en plus de formations. Donc, et c'est possible aussi de le faire en réorientation. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est rigolo, vous écoutez, vous êtes hyper pointu sur le sujet et vous venez pas forcément de la filière. C'est ça qui est rigolo. Donc, je suis un bon exemple. Voilà, exactement. Tout à fait. Moi, j'ai fait Sciences Po Lyon. Alors d'abord, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite, vous? Alors moi, je voulais être égyptologue. Égyptologue, ok. Ouais, voilà. Donc c'était votre rêve d'enfant. C'était mon rêve d'enfant, je voulais être égyptologue. Vous voulez parcourir les pyramides, découvrir les secrets des pharaons. Tout à fait. C'était vraiment ça mon objectif, et ça a finalement beaucoup orienté ce que j'ai fait après à l'école. Donc après, j'ai fait un bac littéraire. Je voulais faire l'école du Louvre. Et en fait, on m'a dit qu'il fallait faire un bac S. Alors que je venais d'avoir mon bac L. Donc, du coup, je me suis dit que c'est quand même dommage d'avoir été mal orientée. Mais bon, ça, c'est les aléas de la vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon bac L pour rester dans la culture? Et là, donc, on m'a dit, écoute, fais Sciences Po. De toute façon, avec un bac L en grande école, tu n'as pas trop le choix. Et ça me tenait à cœur de faire une école publique. D'accord. Donc, c'est vrai que Sciences Po, c'est une des seules grandes écoles publiques françaises. Donc, voilà, j'ai préparé mes concours, j'ai intégré Sciences Po Lyon, et donc j'ai fait un master en management des institutions culturelles avec comme objectif de prendre des fonctions de direction dans un musée, un opéra, rester dans cette sphère culturelle. Finalement, la vie a fait que je me suis retrouvée juste après mes études embauchée dans un cabinet d'avocats. D'accord. Dans un service dédié au financement de la culture. Donc, c'est là que j'ai découvert un peu toute cette partie qui était plus obscure pour moi, donc tout l'aspect financier de la culture. Puis après, donc, la vie aussi a fait que j'ai eu envie de monter mon entreprise, de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc nouvelle étape qui a duré 7 ans. Et puis, donc, Game Only. Et en fait, effectivement, la première phrase de ma motivation, c'était la dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo, j'avais 15 ans, c'était Pokémon. Donc, concrètement, j'y connais rien. Par contre, vous cherchez un profil entrepreneur qui connaît, etc., tout ce que ça peut représenter. Et là, je pense pouvoir répondre à l'offre. Et donc, tout ça pour dire qu'au final, une fois qu'on a envie d'apprendre et qu'on a envie de connaître, et vraiment, en plus, je dis très honnêtement, avant de travailler chez Game Only, pour moi, les jeux vidéo, c'était quelque chose de mauvais, un peu avec toutes ces idées reçues de ça pollue l'esprit des enfants, etc., etc. Et comme on dit, pour être poli, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et j'ai découvert une industrie vraiment passionnante avec des chefs d'entreprise ultra résilients, vraiment courageux et surtout un outil formidable du soft power de la France. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien parce que quand on a des choses qui sont bien et qui sont reconnues ici, et je pense que c'est aussi notre responsabilité de les préserver, de les encourager, de les développer. Donc voilà, et donc ça fait 2 ans que j'apprends, j'écoute beaucoup, mais c'est passionnant. Donc finalement, ça sent. Vous embarquez avec vous. tout le monde peut travailler dans cette filière à partir du moment où on a envie de connaître et de comprendre. Et alors, vous avez eu des expériences professionnelles très différentes, de salariés, vous avez monté votre propre entreprise. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce parcours? Est-ce que vous avez eu des hommes, des femmes qui vous ont poussé, qui vous ont aidé à passer des étapes, ou est-ce que vous avez vous poussé des portes à des moments donnés?
Déjà, j'ai été élevée dans un contexte très féministe. Ouais. Alors, sans dire le mot, le mot n'a jamais été dit, mais j'ai toujours été élevée avec cette notion de tu peux devenir, tu peux faire, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. C'est possible. Donc voilà, mes parents m'ont jamais mis aucune barrière. J'ai jamais été orientée vers une filière plutôt qu'une autre. Voilà, des femmes assez déjà fortes dans ma famille, donc, déjà des premiers exemples de femmes fortes. Et j'ai toujours été animée par beaucoup d'ambition. Déjà, je me souviens petite, je disais tout le temps que je voulais être président de la République, que voilà, je deviendrais quelqu'un d'important. Et bon, après, au début, c'est l'enfance, et puis après, on évolue. Et ça m'a toujours quand même animée de me dire, j'aimerais bien faire de ma vie quelque chose qui va changer ou améliorer la vie des gens. Voilà, c'était un peu ce qui m'animait. Et puis après, au fur et à mesure, dans les études, toujours pareil, rencontrer des femmes inspirantes parmi mes professeurs, parmi les intervenants qu'on a pu voir aussi dans notre scolarité. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré un certain nombre de femmes encore aujourd'hui. Et je me dis, comme elles m'ont inspirée, j'espère peut-être inspirer d'autres petites filles ou jeunes filles à se dire aujourd'hui, on vit dans un pays, on a la chance, quand on est une femme, tout est possible. Ouais. Et c'est important de le dire, c'est important de le répéter et c'est surtout important de le conserver. Parce que je trouve qu'on est dans une période où on voit dans d'autres pays que la tendance, elle n'est pas forcément très positive pour le droit des femmes et ce droit juste d'être et de devenir ce qu'on veut, pour moi, c'est un peu ce qui m'anime tous les jours quand je me lève le matin. Et alors, vous êtes jeune maman, on en a parlé avant que vous arriviez. Est-ce que vous arrivez à tout concilier? Parce que vous êtes vous occupez des responsabilités, un poste très engageant, évidemment, avec des horaires, j'imagine, des déplacements à l'international, etc. Il y a beaucoup de femmes qui expriment le fait que c'est un frein de pouvoir s'impliquer aussi dans sa vie professionnelle. Vous l'appréhendez comment? Il y a des séquences, il y a des... Alors, comme toutes les mamans qui travaillent, c'est un vrai casse-tête chinois au niveau de l'organisation. On en parle tout le temps, mais c'est vrai, c'est une charge mentale qui est très forte. En plus, le poste de délégué général que j'occupe a une forte charge mentale. J'ai souvent l'impression d'avoir 2 vies de maman, en fait. C'est très maternel comme métier. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un casse-tête chinois au niveau de l'organisation. Après, je dois le dire, j'ai un mari formidable qui en fait autant que moi et qui est hyper, qui est tout le temps derrière moi, qui est tout le temps à m'encourager, qui est hyper souple aussi au niveau de ses horaires. Donc ça joue beaucoup, ça compte. C'est fondamental. De toute façon, je le dis tout le temps, je ne me serais pas mariée avec lui si on n'avait pas été sur la même longueur d'onde parce que ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça, c'est un élément fondamental aussi pour y arriver. Et après, dans mon activité professionnelle, j'ai la chance d'être entourée par un conseil d'administration qui est très très ouvert, très compréhensif de ces sujets. D'accord. Je dis, ce sont des hommes. Je travaille avec mon président est un homme, mon trésorier, mon vice-président, ce sont 3 hommes qui ont le même âge que moi, qui ont donc des enfants aussi en bas âge. Et tout de suite, ça a été un non-sujet, c'est-à-dire si tu as besoin de partir tôt parce que la crèche t'appelle parce qu'il y a de la fièvre suiva. Donc, ça n'a jamais été un sujet et c'est vrai que le fait de l'avoir dit tout de suite, je pense, en prenant mon poste, ça a aussi aidé à décomplexer tout ça et à me mettre en confiance. Et après, j'ai la chance d'avoir une souplesse aussi dans mes horaires qui fait que même si, comme là, j'étais en déplacement 4 jours la semaine dernière à l'étranger, cette semaine, j'ai un peu plus de souplesse parce que je suis à Lyon et donc je peux mieux m'organiser au niveau des horaires de garde. Mais je pense que c'est important de le dire. Oui. Quand on est une femme, c'est important de l'exprimer. C'est pas une part d'être maman. Et encore une fois, je sais que le combat est loin d'être arrivé à quelques-unes. À beaucoup d'entre nous, mais on a encore beaucoup d'histoires de mise au placard après maternité, etc. Et en fait, ce qui, je pense, pousse aussi au fait d'un petit peu toujours victimiser la maternité, d'utiliser toujours des mots plutôt négatifs dans le monde professionnel. Or, il n'y a rien finalement de plus fort que de devenir maman au sens physique du terme, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc, la maternité, c'est pas une maladie. Ouais. Ça, je l'ai ressenti, moi, quand j'étais enceinte. J'ai pas mal de clients qui me regardaient comme si j'avais un cancer. Alors, j'étais en train de donner la vie. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas plus fort que ça. Et j'ai été un peu surprise de ces postures vraiment limite tristes pour moi. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Où on va pas te donner la mission parce que tu es enceinte, tu n'es pas capable de la faire. Bah si, en fait, je vais bien. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est important d'en parler. Je sais que c'est pas facile en fonction de l'employeur qu'on a. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de femmes qui se tournent vers l'entrepreneuriat ou l'auto-entreprise quand elles ont des enfants. Ouais. Or, je le dis, je le répète, et moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi. La maternité, c'est pas une maladie. Ça doit pas être un frein dans une carrière. Et au contraire, je pense que ça rend les femmes plus fortes. Et ça donne aussi une maturité, un recul sur les choses qu'on n'avait peut-être pas forcément avant. Et c'est un vrai épisode de vie à prendre en compte dans l'entreprise comme tremplin pour après sa carrière, phase 2, si je puis dire. Voilà. Alors, vous pensez que les femmes, est-ce qu'il leur manque quelque chose pour réussir dans l'espace public? Parce que finalement, elles sont globalement moins présentes, ça dépend des secteurs évidemment, mais on les entend moins en tous les cas. Qu'est-ce qu'il leur manque? De la confiance, je pense, en fait. C'est de la confiance, c'est arrêter de s'auto-censurer. Quand on s'était vu la première fois, on avait parlé de ça et je pense que notre pire ennemi, finalement, c'est nous-mêmes. Ouais. Et bon, c'est 2000 ans de pression sociale, donc ça se change pas en 2 ou 3 ans. Et je sais que c'est très compliqué. On a toujours très féminin ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Et j'en vois encore beaucoup autour de moi, des femmes qui ont monté des entreprises, qui performent, qui ont fait des choses vraiment intéressantes et qui n'osent pas aller dans les conférences avec des homologues masculins en se disant moi, j'ai moins de choses à dire. C'était pas du tout, en fait. C'est marrant, sur France Info ce matin, j'entendais une émission sur justement le fait qu'il y ait plus de petits garçons que de petites filles qui se dirigent vers les mathématiques. Voilà. Il y a des études d'Harvard, de l'Université de Chicago aussi, qui ont bien montré que le cerveau féminin est exactement le même que le cerveau masculin. Donc, on n'a pas de choses en moins, on n'a pas de... Oui, c'est pas biologique, il n'y a rien à voir. Pas du tout. On est fait de la même manière que nos collègues masculins. Donc, je pense que... Sur ce point-là. Donc, on n'a pas, je pense, à être timide, à s'excuser de faire des choses, de produire, de réussir. Parce que ça aussi, une femme qui réussit, elle ne doit pas avoir peur de le dire. La réussite, en plus, c'est une notion très subjective. Ouais. Qu'est-ce que c'est réussir? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie ou autre? Mais il y a un moment, je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et moi encore, je le vis au quotidien. Le fait d'être ici avec vous, c'est toujours un peu une épreuve, et parler, etc. Oui, mais finalement, vous parlez du syndrome de l'imposteur. Vous l'avez pas eu, ce sentiment? Parce que vous rentrez dans une filière extrêmement technique, extrêmement spécifique, qui est pas, dans laquelle il faut se plonger pour bien comprendre la matière. Vous auriez pu vous dire, j'y connais rien, je vais jamais pouvoir prendre la parole. Mais non, vous y allez, vous foncez, vous apprenez. C'est ça, j'ai appris. J'ai beaucoup appris pendant 1 an. Je n'ai pas pris la parole. J'ai écouté, je suis allée voir un maximum de mes adhérents. Je suis allée dans les entreprises, j'avais passé du temps, écouter. En plus, les termes dans les vidéos, je n'y connaissais rien. On me parlait chinois au début. Quoi est-ce qu'on parle? Comment ça marche? Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et ça ne vous a pas posé de questions? Vous avez dit, il faut que je bosse. Oui. Donc, j'y vais. Et par contre, c'est du travail. On m'a fait confiance. On m'a donné les clés pour faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est à moi de faire mes preuves. Donc, je vais travailler. Et ça, je pense que c'est aussi très féminin. Une femme a tendance à travailler beaucoup plus qu'un homme pour montrer qu'elle est capable, montrer qu'elle est légitime au poste auquel elle est. Donc, après, tant mieux. Si on est plus compétente au final, on ne va pas se plaindre. Mais après, oui, il y a plein de moments où j'ai eu ce sentiment de me dire qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Ça m'arrive encore aujourd'hui. Et je pense que c'est un gros travail à faire sur soi, rationaliser, en fait. Se dire que si on est là, si on a été choisi, si on nous a fait confiance, c'est parce qu'on le mérite, parce qu'on a les compétences pour, et donc se faire confiance. Je sais que c'est très difficile et je pense que c'est un travail d'une vie d'arriver à être sereine sur ce qu'on fait et les prises de parole publiques.
Et alors, si vous aviez, vous, une baguette magique, est-ce que vous auriez une idée de mesure que vous pourriez prendre pour que les femmes s'engagent plus dans le débat public, soient plus présentes, prennent plus la parole ou s'investissent plus dans un projet qui leur tient à cœur? Vous feriez quoi, vous? Alors, sur l'adulte, comme je dis tout à l'heure, je pense qu'on a beaucoup de dispositifs déjà qui promeuvent la place des femmes et que ce soit dans l'espace public, les entreprises ou autres. Donc, je dirais plutôt déjà faire appliquer ce qui existe déjà sur la partie âge adulte. Mais pour moi, le gros travail, il est avant. C'est qu'une fois qu'on est arrivé adulte dans la vie professionnelle, si on a déjà des biais qui viennent de l'enfance, de l'éducation, c'est très compliqué d'agir dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment avant, dans le cadre de l'éducation nationale, de l'école, promouvoir en fait la prise de parole publique, parce que c'est vrai que on n'est pas habitué à ça. Moi, je sais que ça arrive très tardivement à l'école. Juste le fait de prendre la parole devant ses camarades de classe, d'être respecté quand on parle, que les autres nous écoutent, et à l'inverse, quand c'est autour des autres. Plus, favoriser cette prise de parole publique, favoriser aussi le fait de donner son avis et d'être écouté, d'être entendu. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais voilà, de favoriser en fait ça au niveau du plus jeune âge, parce que finalement, je vais dire, après, c'est un peu trop tard, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, pour moi, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait peut-être favoriser tout ça plus au niveau peut-être de l'école primaire, déjà, avec après le collège et le lycée, mais déjà au niveau de l'école primaire, qu'il n'y ait pas de différence entre les garçons et les filles. Et peut-être qu'on arriverait à favoriser plus de jeunes femmes après, derrière, ayant un peu plus confiance en elles. Ouais, accélérer un peu le nombre de femmes qui peuvent s'impliquer et oser. Écoutez, Mathilde, merci beaucoup d'être venue prendre ce café avec nous ce matin. Merci beaucoup. Game Only, on peut aller sur le site internet d'Imagine, mais on peut venir vous rencontrer. Il y a des salons, il y a des choses. Comment ça se passe si on veut en savoir plus sur l'univers du jeu vidéo? Alors, effectivement, donc notre site internet, notre page LinkedIn qui est très fournie, et où il y a des actus tous les jours. On donne un job dating la semaine prochaine au campus Région du Numérique à Charbonnières, où il y aura une vingtaine d'entreprises qui recrutent, donc il y a un peu plus de 130 offres d'emploi à pourvoir. Et le mardi 6 septembre, ce sera une journée grand public. Donc tout le monde peut venir rencontrer les entreprises, découvrir les métiers en tension, parce qu'il y aura des conférences métiers toute la journée. Et nous, Game Only, évidemment, sera là. Et après, tout au long de l'année, si vous avez des questions, vous posez des questions sur votre carrière, sur plein de choses qui peuvent tourner autour du jeu vidéo, mais pas que forcément. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou directement via les réseaux sociaux. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. On souhaite longue vie à la place des femmes dans le secteur du jeu vidéo. Mais avec vous à la tête, je pense que ça devrait bien se passer. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Au revoir.